Peu de noms issus du monde de l'action effrénée des années 1980 et 1990 suscitent autant de débats que celui de Steven Seagal. Parti des dojos d'arts martiaux au Japon pour atteindre les projecteurs d'Hollywood, il s'est taillé une place unique dans le cinéma, fondée sur une efficacité mortelle, un charisme mystérieux et un style sans pareil. Pendant des années, les fans se sont demandé comment vit aujourd'hui quelqu'un qui a autrefois touché des cachets de plusieurs millions de dollars et connu une renommée internationale. Au-delà des scènes de combat, au-delà des gros titres et des controverses, il y a un homme qui a bâti un empire de films, de musique, d'entreprises et même de diplomatie. En tirant le rideau, nous découvrons la richesse qu'il a accumulée, les demeures dans lesquelles il a vécu, la flotte de voitures dont il a profité et la fortune qu'il détient encore en 2025. Que signifie le luxe pour Steven Seagal aujourd'hui, des décennies après son âge d'or sur grand écran? Plongeons ensemble pour explorer. De Lansing à Hollywood, l'ascension d'une icône de l'action. Steven Frederick Seagal est né le 10 avril 1952 à Lansing, dans le Michigan. Très tôt, il fut captivé par les arts martiaux, une passion qui allait définir sa vie et sa carrière. À seulement 17 ans, il partit pour le Japon. Un geste audacieux pour un adolescent de la fin des années 1960. Là-bas, il enseigna l'anglais, étudia le zen et s'immergea totalement dans l'entraînement martial. Au fil du temps, Seagal obtint des ceintures noires en aikido, karaté, judo et kendo, et accomplit ce qu'aucun occidental n'avait fait avant lui: ouvrir un dojo d'arts martiaux au Japon. Cet exploit lui donna non seulement une crédibilité en tant qu'artiste martial, mais façonna également son aura d'homme vivant et respirant la discipline. Seagal passa près de 15 ans en Asie avant de revenir aux États-Unis. À son retour, il ne s'installa pas tranquillement. Il ouvrit une nouvelle académie d'arts martiaux et travailla même comme garde du corps de célébrités. Parmi ses clients figuraient des personnalités de premier plan, dont sa future épouse, l'actrice Kelly LeBrock, ainsi que l'influent agent hollywoodien Michael Ovitz. C'est grâce à l'influence d'Ovitz que Seagal obtint l'opportunité de sa vie: une carrière cinématographique chez Warner Bros. Son premier film, Nico, réalisé par Andrew Davis, marqua un tournant. Conçu à l'origine comme un simple drame policier, le film fut réadapté pour mettre en valeur les capacités martiales de Seagal. Ce fut un succès surprise et Seagal devint immédiatement une star. Au cours des années suivantes, il enchaîna avec Désigné pour mourir, Justice sauvage et Hors justice. Chaque film renforça sa réputation de héros d'action stoïque mais redoutable. La véritable consécration arriva cependant en 1992 avec Piège en haute mer, Under Siege, à nouveau réalisé par Andrew Davis. Dans le rôle de Casey Ryback, un ancien Navy SEAL devenu cuisinier, Seagal porta ce qui allait devenir son film le plus réussi. Le long-métrage rapporta plus de 156 millions de dollars dans le monde, consacrant son statut de l'une des plus grandes stars d'action de l'époque. Au milieu des années 1990, il ne se contentait plus de jouer, il réalisait également. Son film Terrain miné, sorti en 1994, abordait des thèmes environnementaux. Un choix audacieux mais risqué. Bien que les critiques l'aient éreinté, Seagal le considéra comme un triomphe personnel. Quoi qu'il en soit, le film illustrait la richesse qu'il avait déjà accumulée grâce à sa carrière. À son apogée, Seagal touchait des cachets de 10 millions de dollars ou plus par film, avec des pourcentages sur les recettes et des crédits de producteurs qui gonflaient ses revenus. Pour Terrain miné, il aurait gagné 15 millions de dollars, tandis que son cachet pour L'Ombre blanche atteignait 20 millions. À la fin des années 1990, il avait déjà amassé des dizaines de millions de dollars rien que grâce à sa carrière d'acteur. Le nom de Seagal devint synonyme de cinéma d'arts martiaux. Son parcours, de Lansing au Japon puis à Hollywood,
jeta les bases non seulement d'une carrière unique au cinéma, mais aussi du style de vie luxueux qu'il allait adopter par la suite. Et à mesure que sa célébrité grandissait, son appétit pour les demeures extravagantes, les voitures coûteuses et les projets bien au-delà du grand écran augmentait lui aussi. La fortune, derrière les films, cachets records et aventures commerciales. Au sommet de sa gloire, Steven Seagal n'était pas seulement une star du cinéma d'action. Il faisait partie des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Ses cachets reflétaient non seulement son pouvoir d'attraction au box-office, mais aussi l'influence de Michael Ovitz, l'agent hollywoodien tout-puissant qu'il avait soutenu dès ses débuts. Grâce à Ovitz, Seagal négocia des contrats qui garantissaient non seulement d'énormes salaires initiaux, mais aussi des crédits de producteurs et des parts sur les bénéfices. Un privilège rare pour un acteur aussi récent dans l'industrie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour désigner pour mourir, il toucha 10 millions de dollars, une somme colossale pour l'époque, équivalente à environ 25 millions aujourd'hui, ajustée à l'inflation. Au milieu des années 1990, ses exigences avaient encore augmenté. Terrain miné, le premier et unique film qu'il réalisa, lui rapporta 15 millions de dollars. 2 ans plus tard, dans L'Ombre blanche, Seagal empocha la somme stupéfiante de 20 millions de dollars. Même au début des années 2000, alors que sa carrière ralentissait, il gagnait encore des sommes considérables, 6,5 millions pour Hors Limite et 6,5 millions pour Ticker la même année. Ces films, à eux seuls, lui rapportèrent plus de 56 millions de dollars. Cette richesse ne provenait pas uniquement du cinéma. Seagal profita de sa célébrité pour se diversifier dans d'autres affaires, même si toutes ne connurent pas le succès. En 2005, il lança Steven Seagal's Lightning Bolt, une boisson énergisante qu'il affirma avoir conçue après avoir parcouru l'Asie à la recherche d'ingrédients rares. Il la présentait comme dotée d'un pouvoir inégalé, mais le produit fit rapidement un flop et fut retiré du marché quelques années plus tard. À la même période, il tenta de promouvoir une gamme d'après-rasage et même de couteaux, mais ses projets n'eurent pas davantage d'impact. L'un de ses mouvements financiers les plus controversés eut lieu en 2020, lorsqu'il soutint le projet de crypto-monnaie Bitcoin 2 générations. Ce qui semblait être une opportunité high-tech tourna mal lorsque les régulateurs découvrirent qu'il avait été payé près d'1 million de dollars pour cette promotion sans l'avoir déclaré. Seagal fut sanctionné par une amende et contraint de rembourser une importante somme à 6 chiffres. Le scandale mit en lumière les choix risqués auxquels il s'était tourné après le sommet de sa carrière d'acteur. Cependant, durant ses années de gloire, Seagal avait déjà gagné suffisamment d'argent pour vivre confortablement le reste de sa vie. Contrairement à beaucoup de stars qui dilapident leur fortune, il était connu pour réinvestir dans l'immobilier et conserver des actifs, même si certaines de ses affaires annexes échouaient. Ses investissements dans la musique, bien que peu rentables, reflétaient sa passion personnelle. En 2005, il sortit l'album de blues songs From the Crystal Cave, suivi de Mojo Priest en 2006. Bien que les critiques aient été partagées, ces projets lui apportèrent une source de revenus supplémentaires et l'occasion de collaborer avec des artistes comme Stevie Wonder et Tony Rebel. Au début des années 2000, la carrière de Seagal passa des superproductions hollywoodiennes aux films destinés directement au marché vidéo. Pourtant, même dans ce domaine, il resta prolifique, enchaînant des productions qui lui assuraient encore des cachets réguliers. Combiné à ses anciens salaires records, à ses contrats publicitaires et à ses affaires ponctuelles, la fortune de Seagal demeura dans la fourchette des dizaines de millions de dollars. Cette base financière solide lui permit de s'adonner à l'un de ses luxes préférés, l'immobilier. Et en matière de résidence, le goût de Seagal était aussi spectaculaire et démesuré que son personnage à l'écran. Demeure, ranch et retraite. L'empire immobilier de Seagal. Avec les millions qui affluaient dans les années 1990,
Steven Seagal développa un goût prononcé pour les terres et les résidences de luxe. L'immobilier devint non seulement un signe de sa richesse, mais aussi un moyen de la protéger. Il n'était pas du genre à acheter une seule villa hollywoodienne et à s'y installer. Au contraire, il répartit son argent dans plusieurs États, collectionnant des propriétés qui reflétaient son besoin d'espace, de discrétion et de grandeur. L'une de ses demeures les plus commentées fut son manoir perché sur une montagne à Carefree Ranch, en Arizona. Construit en 2001, la résidence de 8900 pieds carrés ne ressemblait à aucune autre maison de célébrité. Ses murs étaient en pierre, ornés de détails en cuivre, et toutes les vitres étaient pare-balles. Un détail en parfaite adéquation avec la personnalité de Seagal, perçu comme un homme attaché à la sécurité. À l'intérieur, le manoir offrait de hauts plafonds avec des puits de lumière, une grande cheminée moderne et une cuisine digne d'un chef, équipée d'une cuisinière à 6 feux et d'appareils en acier inoxydable. La suite principale disposait d'un bain à remous et d'une terrasse privée donnant sur le désert. La propriété s'étendait sur plus de 12 acres, avec une maison d'amis, des jardins paysagers et une piscine à débordement face à des vues imprenables sur les montagnes. Seagal aurait payé 3,5 millions de dollars pour cette demeure, avant de la revendre des années plus tard pour environ le même montant. L'Arizona ne fut pas son seul investissement immobilier. Dans le Tennessee, il acheta en 2005 un manoir de style colonial pour 1 500 000 dollars. La maison de 8000 pieds carrés reposait sur 12 acres, avec de vastes pelouses et un intérieur majestueux. Mais le marché ne fut pas clément. Seagal revendit plus tard le domaine pour seulement 880 000 dollars, perdant ainsi plus d'un demi-million. Peut-être sa propriété la plus ambitieuse fut la réserve naturelle de Lava Lakes, en Californie du Nord, près de la ville de Montague. S'étendant sur la superficie impressionnante de 5300 acres, le ranch était à la fois une retraite et une démonstration de richesse. Le manoir principal, de style cabane en rondin, couvrait 14 000 pieds carrés et donnait sur l'un des 7 lacs immaculés de la propriété. Construit avec des sols en pierre, des panneaux de bois, de hauts plafonds et décoré de spécimens naturalisés d'ours, le domaine était extravagant. Avec 9 chambres, 10 salles de bain, plusieurs salles à manger et des résidences supplémentaires pour les invités et le personnel, c'était le genre de propriété dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Seagal mit initialement le domaine en vente pour 12 millions de dollars, mais en 2022, il le céda pour 7 millions. Au-delà de ces propriétés emblématiques, des rumeurs persistantes évoquaient d'autres maisons au Colorado, en Louisiane et en Arizona. Il avait la réputation de mener grand train, et partout où il s'installait, Seagal privilégiait les domaines privés loin des lumières des villes. Ces résidences lui procuraient non seulement du luxe, mais aussi l'isolement qu'il recherchait, loin des ragots d'Hollywood et du regard du public. En 2025, une partie de ces domaines avait été vendue, mais il restait le symbole de la manière dont Seagal avait transformé ses cachets de blockbuster en vastes retraites. Ils ouvraient également la voie à un autre aspect de son style de vie extravagant, ses voitures. Des Jeeps robustes au Rolls-Royce, le garage de Seagal reflétait le même mélange de praticité, de puissance et d'indulgence qui définissait sa carrière. Des motos au Rolls-Royce, à l'intérieur de la collection de voitures de Seagal. Si les maisons de Steven Seagal reflétaient son besoin d'intimité, son garage révélait tout autre chose. La puissance, la vitesse et le prestige. Dès les débuts de sa gloire à Hollywood, Seagal investit massivement dans des machines capables de rugir sur les autoroutes ou de glisser dans Beverly Hills avec une autorité silencieuse. L'une de ses passions de longue date fut la moto. On voyait souvent Seagal chevaucher des Harley-Davidson personnalisées, leur carrosserie noire chrome s'accordant parfaitement avec son image d'homme dur. Sur les plateaux de tournage, il arrivait parfois en moto, vêtu de cuir noir, renforçant l'image que le public connaissait déjà à travers ses films.
Il possédait également plusieurs sportives japonaises, dont une Kawasaki Ninja, preuve que son goût ne se limitait pas aux marques américaines. Pour Seagal, les motos n'étaient pas de simples jouets, elles faisaient partie de son identité. Mais le véritable joyau de sa collection restait ses voitures. Au sommet de son succès, au début des années 1990, Seagal acquit une flotte comprenant des berlines européennes de luxe et de puissantes classiques américaines. Parmi les véhicules les plus commentés figurait sa Bentley Continental Flying Spur, une voiture réputée pour allier vitesse et élégance discrète. À Los Angeles, on l'aperçut également au volant d'une Rolls-Royce Phantom, symbole ultime de la richesse hollywoodienne. Ses sièges en cuir somptueux, son intérieur en bois travaillé à la main et son moteur silencieux correspondaient parfaitement à sa réputation d'homme, se distinguant des autres stars. Il possédait aussi des véhicules plus robustes. En Arizona, où les routes désertiques exigeaient des engins solides, Seagal gardait un Hummer H, 2 et plusieurs Jeeps, dont un Wrangler modifié pour l'exploration hors route. Ces véhicules n'étaient là pas seulement décoratifs, on savait qu'il aimait partir en excursion où luxe et nature sauvage se rejoignaient. Il combinait la praticité avec son goût pour l'aventure. Une voiture qui attira particulièrement l'attention fut sa Cadillac Eldorado Biarritz décapotable, un clin d'œil à l'extravagance américaine d'autrefois. Peinte en noir profond, avec un intérieur en cuir blanc, elle incarnait l'image d'un homme amoureux, à la fois du passé et du présent. On rapporte également que Seagal avait acheté une Ferrari Testarossa au sommet de sa célébrité, bien qu'il l'ait rarement conduite en public. Toutes ces voitures n'étaient pas des symboles de luxe. Des amis se souvenaient qu'il gardait un modeste pick-up Toyota pour ses tâches quotidiennes sur ses propriétés rurales. Cela reflétait une autre facette de Seagal, celle d'un homme capable de passer aisément du luxe milliardaire à la simplicité campagnarde. Dans les années 2010, à mesure que des difficultés financières et des procès apparaissaient, certaines de ces voitures les plus coûteuses furent discrètement revendues. Les registres d'enchères montrent qu'au moins 2 de ces Harley-Davidson changèrent de main, ainsi qu'un de ces Hummers. Pourtant, la collection automobile de Seagal demeure l'une des plus fascinantes d'Hollywood, non pas par sa taille, mais parce qu'elle reflétait sa personnalité. Les Rolls-Royce et Bentley projetaient la puissance et la richesse, tandis que les Jeeps et Harley rappelaient ses racines de héros d'action. Et pourtant, même ces voitures de luxe ne racontent qu'une partie de l'histoire. Pour comprendre pleinement la fortune de Seagal, il faut examiner la manière dont il chercha à la protéger. Dans le chapitre suivant, ses investissements, des dojos d'arts martiaux aux boissons énergisantes et aux crypto-monnaies, révèlent les risques surprenants qu'il fut prêt à prendre avec la fortune bâtie sur ses succès au box-office. Investissements risqués et controverses financières. Comment Seagal gérait sa fortune? Derrière les résidences de luxe, les Bentley et les Harley-Davidson, Steven Seagal s'est toujours vu comme plus qu'une simple star hollywoodienne. Il aimait projeter l'image d'un homme d'affaires, un bâtisseur d'empire au-delà de l'écran. Et, pendant un temps, il a réellement essayé. Dans les années 1990, alors que ses succès au box-office lui rapportaient des millions, Seagal investit massivement dans des dojos et centres de formation en arts martiaux, surtout en Californie et en Arizona. L'objectif était de promouvoir l'aïkido, la discipline qui avait façonné sa vie. Si certains prospérèrent, d'autres s'effondrèrent sous le poids des coûts élevés et d'une mauvaise gestion. Seagal était un expert sur le tatami, mais le monde des affaires exigeait une autre forme de discipline. Au début des années 2000, il tourna son attention vers des projets à la hauteur de sa personnalité démesurée. L'un des plus étranges fut la boisson énergisante Steven Seagal's Lightning Bolt, lancée en 2005. Présentée comme un breuvage exotique et revitalisant, elle contenait du ginseng, du guarana et d'autres extraits botaniques. L'emballage arborait le visage de Seagal, et les publicités le montraient tel un guerrier moderne partageant son carburant secret.
Mais malgré une campagne marketing audacieuse, le produit disparut des rayons en quelques années, restant dans les mémoires comme une curiosité ratée d'une célébrité en quête de diversification. Puis vinrent des paris encore plus risqués. À la fin des années 2010, Sigal s'engagea dans l'univers des crypto-monnaies. En 2018, il devint ambassadeur mondial d'un projet baptisé Bitcoin Dogen, une entreprise promettant des rendements élevés et une technologie blockchain révolutionnaire. Sigal le promut sur les réseaux sociaux, exhortant ses fans à le rejoindre. Mais les régulateurs réagirent rapidement. La SEC, Securities and Exchange Commission, des États-Unis, accusa le projet d'être un classique système de arnaque à la pompe, et Sigal lui-même fut condamné à payer 314 000 $ pour ne pas avoir révélé qu'il avait été rémunéré pour cette promotion. Le scandale porta un coup sévère à son image, le présentant soit comme naïf, soit comme complice dans la tromperie des investisseurs. En dehors des crypto-monnaies, Sigal prêta également son nom à diverses affaires, allant d'endorsements d'armes blanches et couteaux à des guitares personnalisées. Certains fans suivirent, séduits par son image de dur à cuire, mais aucune de ces entreprises ne devint réellement rentable. Selon des proches, Sigal faisait souvent confiance aux mauvaises personnes, des associés promettant des gains rapides, mais qui l'exposaient à des procès et à des pertes financières. Ses liens avec la Russie et l'Europe de l'Est influencèrent aussi son profil financier. Au milieu des années 2010, Sigal accepta la citoyenneté russe des mains de Vladimir Poutine, puis la citoyenneté serbe. Des rapports suggéraient qu'il s'impliquait dans des discussions d'affaires liées au pétrole, à l'énergie et même à l'armement, bien que beaucoup de ses activités soient restées dans l'ombre. Pour ses détracteurs, ses choix ressemblaient à des tentatives désespérées pour rester riche et pertinent. Pour ses partisans, il prouvait l'étendue de ses connexions internationales. Ce qui est certain, c'est que la fortune de Sigal, autrefois solidement bâtie sur des cachets de blockbusters, devint plus instable à mesure qu'il se lançait dans des projets risqués. Les écoles d'arts martiaux disparurent, la boisson énergisante fut tournée en dérision, et le scandale des crypto-monnaies entacha sa réputation. Pourtant, même dans l'échec, Sigal paraissait imperturbable, passant d'une affaire à l'autre comme si les revers financiers n'étaient qu'une scène de combat supplémentaire qu'il pouvait chorégraphier à sa manière. Mais si les investissements douteux pouvaient fragiliser ses finances, l'épreuve la plus lourde pour sa fortune ne vint pas des affaires. Elle prit racine dans les procès, les divorces et les batailles judiciaires qui l'épuisèrent pendant des décennies. Et c'est là que commence le prochain chapitre de son histoire financière. Procès, divorce et le lourd prix de la célébrité. Si la carrière de Steven Seagal fut marquée par la gloire et la fortune, sa vie privée fut hantée par les conflits, les batailles judiciaires et des divorces coûteux. Chaque chapitre de son histoire personnelle semblait grignoter un peu plus la richesse qu'il avait bâtie à l'écran. Son premier mariage avec l'étudiante d'aïkido Miyako Fujitani, à la fin des années 1970, prit fin lorsque Seagal choisit de poursuivre une carrière à Hollywood. Bien que la séparation fût relativement discrète, elle laissa derrière elle 2 enfants et une distance durable entre Seagal et sa première famille au Japon. Lorsque sa carrière décolla à la fin des années 1980, il avait déjà des obligations financières envers eux, même si sa présence restait limitée. Le deuxième chapitre de sa vie amoureuse fut plus turbulent. Seagal épousa brièvement l'actrice Adrienne Laroussa en 1984, mais l'union fut annulée lorsqu'on découvrit que son divorce avec Fujitani n'était pas encore finalisé. Ce nœud juridique lui coûta financièrement et ternit sa réputation dans les cercles hollywoodiens au moment même où il commençait à s'imposer. Sa relation la plus médiatisée fut toutefois celle avec Kelly LeBrock, l'actrice rendue célèbre par Weird Science. Le couple se maria en 1987 et eut 3 enfants. Mais derrière les paillettes se cachait le chaos. Leur mariage s'effondra dans les années 1990 sur fond d'accusations d'infidélité et de disputes domestiques.
Le divorce fut prononcé en 1996 et aurait coûté à Seagal plusieurs millions en règlements et pensions. Le Brock décrivit plus tard ces années comme l'une des périodes les plus difficiles de sa vie, ajoutant des cicatrices émotionnelles aux pertes financières. Les ennuis juridiques dépassaient le cadre du mariage. En 1991, son ancienne nounou déposa une plainte l'accusant de harcèlement sexuel réglé à l'amiable. Au fil des ans, plusieurs femmes avancèrent des accusations similaires, certaines remontant à ses premiers tournages. Chaque affaire entraînait frais d'avocat, indemnisation et une lente érosion de son image publique. Dans les années 2000, Seagal dut aussi affronter des procès liés aux affaires. D'anciens assistants et associés l'accusèrent de rupture de contrat, de licenciement abusif et de harcèlement. L'un des cas les plus médiatisés fut celui de Kayden Nguyen, une ancienne mannequin qui l'accusa de comportements sexuels déplacés en 2010. Bien que la plainte fut finalement abandonnée, elle força Seagal à faire la une pour de mauvaises raisons, et sa défense en justice fut coûteuse. Même les agences gouvernementales s'en mêlèrent. En 2011, il fut poursuivi en lien avec son rôle de shérif dans une émission de télé-réalité en Arizona. Une association de défense des animaux l'accusa d'usage excessif de la force lors d'un raid policier filmé pour son émission, où un char et une unité SWAT furent mobilisés pour perquisitionner une propriété suspectée de combat de coqs. L'affaire suscita moqueries et critiques et assécha encore ses finances par de nouveaux frais juridiques. Dans les années 2010, la combinaison de divorce, pensions alimentaires, procès et règlements eut un impact visible sur sa fortune. Bien que Seagal ne fût jamais ruiné, sa richesse se réduisit nettement par rapport aux dizaines de millions qu'il contrôlait dans les années 90. Pourtant, Seagal conserva la même assurance inébranlable. Il nia souvent toute faute, méprisa ses détracteurs et s'appuya sur son statut de célébrité à l'étranger, particulièrement en Russie et en Serbie, où il était perçu comme un ambassadeur culturel plutôt qu'une star d'action déchue. Mais derrière cette image stoïque se cachait une vérité que même Seagal ne pouvait combattre. La célébrité lui avait apporté une fortune, mais les batailles judiciaires et les mariages brisés l'avaient vidé plus vite que n'importe quel échec au cinéma. De star hollywoodienne à l'exil à l'étranger. Au milieu des années 2010, le nom de Steven Seagal n'était plus associé aux avant-premières hollywoodiennes ni au succès du box-office. Il se liait désormais à des alliances politiques, des apparitions à l'étranger et une vie loin de la ville qui l'avait autrefois propulsé au rang de star. En 2016, Seagal fit la une lorsqu'il obtint la citoyenneté russe. Le président Vladimir Poutine signa personnellement le décret, le qualifiant d'ami de longue date. La star d'action adopta sa nouvelle identité avec aisance, louant souvent Poutine et apparaissant lors d'événements officiels. Il alla même jusqu'à former les forces spéciales russes lors de démonstrations martiales, troquant les projecteurs d'Hollywood pour ceux du Kremlin. 2 ans plus tard, en 2018, Seagal fut nommé envoyé spécial du ministère russe des Affaires étrangères pour les liens humanitaires avec les États-Unis. Bien que largement symbolique, ce rôle le plaça en tant que passerelle culturelle entre deux nations plongées dans des tensions politiques. Pour ses détracteurs, c'était la preuve que Seagal était devenu plus une curiosité politique qu'une star de cinéma. Parallèlement, Seagal bâtit une nouvelle vie en Serbie, où il obtint la citoyenneté en 2016. Il parla d'ouvrir des écoles d'arts martiaux et d'investir dans des projets cinématographiques, bien que beaucoup de ses ambitions ne virent jamais le jour. À Belgrade, il fut photographié recevant des distinctions officielles, s'entraînant avec la police et menant un style de vie rappelant l'image du héros d'action qu'il incarnait autrefois à l'écran. Mais tout n'était pas triomphe dans ce nouveau chapitre. Aux États-Unis, sa réputation restait entachée par des années de procès et d'accusations. Les grands studios n'avaient aucun intérêt à relancer sa carrière et les jeunes générations le connaissaient davantage pour ses scandales de tabloïds que pour son rôle dans Under Siege. Sur le plan financier,
Seagal n'était pas ruiné, mais sa fortune avait considérablement diminué. Les estimations évoquaient un patrimoine d'environ 16 millions de dollars, une fraction des dizaines de millions qu'il dominait au sommet de sa carrière. Une grande partie de ses revenus provenait alors de petits projets internationaux, d'apparitions rémunérées et de ses connexions avec de riches mécènes étrangers. Seagal s'appuya également sur son rôle de musicien. Depuis longtemps guitariste, il avait sorti des albums mêlant blues et reggae, et ces dernières années, il se produisait plus souvent en Europe et en Russie. Bien que ses disques n'aient jamais rencontré de véritable succès commercial, il lui offrait une scène que Hollywood lui avait refusée. En 2025, l'ancienne figure dominante du cinéma d'action vit désormais dans un univers très éloigné de Los Angeles. Ses jours de gloire au box-office sont révolus, remplacés par une existence plus discrète, marquée par la politique, quelques concerts et des apparitions dans des pays qui continuent de le traiter avec révérence. Regarder Seagal aujourd'hui, c'est observer le paradoxe de la célébrité. Un homme qui paraissait intouchable à l'écran vit désormais dans l'ombre des controverses, éloigné de l'industrie qui l'a façonné, mais s'accrochant encore à son aura d'autorité et de mystère. Pour ses fans, Steven Seagal restera toujours le maître d'aïkido qui a apporté quelque chose de nouveau au cinéma d'action. Pour ses critiques, il symbolise la manière dont l'ego, le scandale et l'exil peuvent transformer une icône hollywoodienne en mise en garde. Le parcours de Steven Seagal rappelle que la célébrité peut être aussi éphémère que puissante. De la superstar hollywoodienne à l'exilé politique, sa vie fut marquée par les triomphes, les scandales et la réinvention. La question qui demeure est simple. L'histoire se souviendra-t-elle de lui comme d'un pionnier des arts martiaux ou comme de la star qui s'est égarée? N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites des figures les plus controversées d'Hollywood.